Donc, merci à tous déjà d'être présents sur ce webinaire-là qui a pour objectif du coup de présenter un petit peu l'économie sociale et solidaire comme solution à vos achats responsables, que vous soyez un acheteur public ou un acheteur privé. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Maëlys Bargache. Je suis chef de projet achat socialement et écologiquement responsable à la Crest Nouvelle-Aquitaine, qui est la chambre régionale de l'économie sociale. Euh, et donc, je vais demander à Théa Mana de se présenter aussi, qui est ma collègue d'INAE. Bonjour, donc Théa Managaliano, je travaille chez INAE, qui est la tête de réseau des structures d'insertion par l'activité économique en Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, enfin, chez INAE, je suis en charge du développement des achats responsables et je travaille avec Maëlys sur le Praser. Et c'est la lumière automatique, ça s'éteint. Donc, je travaille avec Maëlys, du coup, sur le parcours régional des achats socialement et écologiquement responsables qu'on va, entre autres, vous présenter. Voilà. Alors, je vous explique un petit peu le déroulé de cette heure et demie du webinaire. Donc, on va bien évidemment introduire un petit peu avec quelques bases de ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, mais très rapidement, parce que je suis bien consciente qu'il y a déjà plein de structures qui sont connectées ici et qui savent exactement ce que c'est. Mais c'est notamment pour les acheteurs publics et privés, parce que des fois, on peut y avoir quelques quiproquos sur ce que c'est que l'ESS ou pas. Ensuite, on fait un focus sur le parcours régional des achats socialement et écologiquement responsables qu'on appellera le Fraser pour plus de facilité. Et on va avoir un retour d'expérience de ce parcours-là, du département de la Gironde et une structure de l'ESS qui est traiteur aujourd'hui, qui s'est groupée avec d'autres traiteurs de la métropole de Bordeaux. Ensuite, on a une deuxième partie qui va être un peu plus axée sur tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises ou RTE, on peut voir les deux, et notamment comment l'ESS aujourd'hui, dans le domaine de l'achat responsable, peut nourrir un petit peu sa RSE. Et on va avoir un deuxième témoignage de Valorem Padev, donc je vous laisserai découvrir tout à l'heure, bien évidemment. Ce qu'on va essayer de faire pour rendre un peu plus dynamique ce webinaire, c'est faire des questions-réponses après chaque retour d'expérience. Comme ça, vous avez un peu plus de dynamisme aussi que d'écouter des personnes parler pendant 1 heure et demie. Voilà. Donc, pour débuter, déjà, l'USS, qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, on va pas répondre chacun un par un, mais l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, pour l'identifier, c'est important déjà de savoir sous quel statut ça se trouve. Et donc, il y en a 5. Donc, il y a les associations loi 1901, les mutuelles, les fondations, les coopératives et les petits nouveaux, c'est les sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire. C'est assez important en tant qu'acheteur déjà de se rendre compte que dès qu'on a ce statut-là, on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Après, il y a différents principes qui rentrent en jeu. Donc, ces principes-là, ils sont définis par la loi ESS, qui est la loi de 2014, qu'on appelle la loi Hamon. Donc, statut juridique que je vous ai énuméré tout à l'heure, et puis ensuite, les grands principes, notamment la finalité d'intérêt général ou collectif jusqu'à la recherche de l'utilité sociale, la gouvernance démocratique, très important au sein de l'économie sociale et solidaire, la libre adhésion, la lucrativité encadrée. Et ensuite, les petites choses qui peuvent vous aider à identifier aussi des acteurs de l'ESS, mais qui ne sont pas obligatoires, ça va être l'agrément ESUS. Donc, l'agrément ESUS qui permet de démontrer l'utilité sociale de l'entreprise. Donc, une entreprise qui va demander cet agrément-là va avoir une charte et ça va pouvoir l'appuyer, avoir une visibilité autant pour des collectivités que pour répondre à des appels d'offres ou pour avoir accès à des finances, des demandes de finances solidaires. Et ensuite, bien évidemment, je pense que vous les connaissez tous, les agréments d'insertion par l'activité économique pour les SIAE et entreprises adaptées pour les structures qui embauchent des personnes en situation de handicap. Et en fait, pourquoi ce schéma est assez important pour moi? C'est parce que souvent, il y a des quiproquos sur ce que c'est que, par exemple, est-ce qu'une société à mission, une entreprise à impact entre dans l'économie sociale et solidaire? Donc, ça peut, mais ce n'est pas une obligation, c'est comme un label. On peut l'avoir comme on ne peut pas l'avoir, mais ça ne définit pas l'ESS. Voilà. Et ensuite, ce que n'est pas l'ESS, ça c'est pareil, je ne vais pas vous apprendre, ça va être tout ce qui est SARL, micro-entreprise, profession libérale. Et une entreprise qui n'est pas de l'ESS peut faire de l'insertion par l'activité économique et peut aussi être une entreprise adaptée.
on vous enverra ce petit schéma. En fait, on vous enverra le PPT si ça peut vous aider pour identifier vraiment ce que c'est qu'un acteur de l'ESS. Ça peut toujours être utile. Voilà, comme je l'ai dit, je passais rapidement là-dessus. Quelques chiffres clés. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire sur notre région, euh, c'est environ 21 000 établissements employeurs. Vous pouvez voir sur cette carte qu'il y a différents. Enfin, ce n'est pas forcément aussi évident dans tous les départements, mais on a quand même beaucoup de structures un peu partout, notamment sur les Deux-Sèvres, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà les petites bases de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. On passe rapidement à ce que c'est que le parcours régional des achats socialement et écologiquement responsables. Est-ce que par levée de main, parce que je vois qu'on n'est pas beaucoup, vous en avez déjà entendu parler? Je vous laisse lever la main, je vous laisse une minute. Si oui, en tout cas, je sais que certains en ont déjà entendu parler. Super. Bon, j'en ai 6, mais je suis sûre qu'il y en a un peu plus finalement. Très bien. Donc, du coup, petit focus sur le parcours. Le parcours, il est issu d'un groupe de travail achat responsable de plein de réseaux néo-aquitains ESS. Ce groupe de travail, il est né suite à la crise Covid. Et bon, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'identification des acteurs de l'ESS en tant que fournisseurs finalement pour les acheteurs publics et privés. Et donc, on a un consortium qui s'est monté, qui est muni donc de la CRES, que je représente aujourd'hui, donc la Chambre régionale de l'ESS. Plus rapidement, des CRES, il y en a sur toutes les régions. Nos missions, elles sont régies par la loi du coup AMOC, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, elles sont inscrites juste là. Je ne vais pas je vous les lire. Mais on a, comme toute tête de réseau, cette mission de promouvoir l'ESS, de faire du plaidoyer et notamment aussi de mettre en relation tous les acteurs de l'ESS sur chaque région. Euh, Ensuite, il y a l'association 3R, donc, qui est beaucoup plus connue des acheteurs publics. Donc, c'est une association qui les accompagne à l'achat public durable, donc avec plein d'outils hyper intéressants. Et ensuite, on a INAE. Si tu veux en dire un mot, peut-être Théa sera plus pertinent que moi. Ah, elle est partie, tiens. Bon, je vais le dire très rapidement. Donc, ils ont à peu près la même mission que la CRES, mais pour toute structure d'insertion professionnelle. Donc, c'est l'interréseau des acteurs de l'insertion professionnelle. Et donc, ce parcours, il existe depuis 2 ans maintenant et on travaille avec les acheteurs publics de la région Nouvelle-Aquitaine, du département de la Gironde, de Grand Poitiers, de la métropole de Bordeaux et de la ville de Bordeaux. Donc, depuis 2 ans, ces collectivités-là nous aident autant financièrement que dans le développement de l'offre, donc pour pouvoir essayer d'identifier, qualifier les acteurs de l'USS, mais aussi les faire monter en compétences sur le sujet de la commande publique. Et de leur côté, ils ont un dynamisme de programmation pour qu'on puisse travailler vraiment sur le territoire ensemble. Donc, quand on a créé cette offre-là, initialement, on a identifié 3 axes. Donc, le premier c'était l'identification des acteurs de l'ESS. Donc, il fallait les référencer, les qualifier sur un outil. Donc, on a décidé d'utiliser un outil qui existait déjà et qui a été créé par ESS France et le réseau des CRES. Donc, ça s'appelle Carteco. Si vous n'en avez pas entendu parler, on vous mettra un petit lien dans la conversation. Donc, Carteco, c'est un outil collaboratif où tout acteur économique ou citoyen peut ajouter une structure de l'économie sociale et solidaire de son territoire. Donc, dans l'idée, on identifie l'ESS qui fait de la transition écologique par filière. Donc, on va avoir différentes filières. On a l'alimentation et l'agriculture durable. On a l'économie circulaire. Nous avons le bâtiment durable et la mobilité durable. Donc, si vous n'êtes jamais allé, je vous incite fortement et n'hésitez pas à ajouter des éléments complémentaires. Moi, ensuite, j'ai ce rôle de modérer
les informations et vérifier qu'elles sont bien à jour et bonnes avant qu'elles soient à jour, avant qu'elles soient en ligne, pardon. Donc voilà. Ensuite, deuxième axe assez important, c'était d'accompagner les structures de l'ESS à la réponse au marché. Au-delà de les accompagner en les formant, en leur expliquant ce que c'est, on les aide aussi à collaborer et créer des groupements via des animations territoriales. Je vais revenir dessus juste après. Et le troisième axe est d'accompagner les services de la collectivité à développer les marchés de l'ESS. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est en lien régulier avec les acheteurs publics des différentes collectivités que je vous ai énumérées tout à l'heure. Donc, on a des réunions trimestrielles qui nous permettent d'avancer en fait ensemble et non en silo sur tous les projets de la région et notamment développer l'ESS via la commande publique. Voilà. Donc, petit focus sur Carteco dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a plus de 4000 structures référencées, comme je vous expliquais. Il y a différentes filières. Donc, c'est assez intuitif hein, pour utiliser l'outil. Donc, à gauche, vous voyez qu'il y a gestion des ressources et déchets, agriculture, alimentation durable. Depuis cette année, il y a aussi bâtiment et mobilité, comme je vous le disais tout à l'heure. Le travail qu'on a mené avec les acheteurs publics, c'est qu'on a identifié les premiers critères dont ils avaient besoin pour identifier un fournisseur ESS. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité sur cette carte de voir si une entreprise, elle est intéressée pour répondre à des marchés, si elle l'a déjà fait, ce qui vous permet de savoir si elle a des antécédents. Et ensuite, si elle veut le faire seule ou en groupement, ça c'est plus pour les acteurs de l'ESS, essayer d'identifier des prochains partenariats et des prochaines collaborations. Et si elle a besoin d'un accompagnement pour que nous, on puisse ensuite leur proposer certaines formations adaptées pour eux. Bien évidemment, cet outil, il n'identifie pas tous les acteurs de l'ESS, c'est ceux qui font de la transition écologique et par filière. Donc, il est complémentaire à certains outils qui existent déjà, notamment le marché de l'inclusion, que normalement, en tant qu'acheteur, vous connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, je vous incite fortement à aller voir leur site. C'est facile d'utilisation et c'est le ministère qui l'a mis en place. INAE a un annuaire de structure de l'insertion professionnelle assez complet. Il y a aussi le GESAT pour les structures qui ont des EA, enfin des EA par exemple. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les donner parce que c'est assez important pour vous d'identifier les acteurs de l'ISS. Et donc, pour animer cet outil, bien évidemment, ce qu'on propose, c'est différentes rencontres entre acheteurs et fournisseurs ESS, dans une idée de faire des focus filières. Donc, on propose de faire des rencontres, par exemple, sur l'alimentation. Donc, tout acteur de l'alimentation de la région qui font partie de l'ESS vont pouvoir rencontrer différents acheteurs publics et acheteurs privés, si nécessaire. L'idée, c'est de lever quelques freins, de pouvoir de discuter un petit peu de pourquoi les structures ne vont pas répondre ou pourquoi elles ne le feront pas en groupement, et notamment aussi discuter des besoins des collectivités aujourd'hui, besoins du territoire à venir. Donc, par exemple, un marché qui va venir dans 3 ans, mais comment les acteurs ils vont pouvoir se préparer à répondre à ce marché. Ensuite, on propose des espressos. Donc, il y en a certains qui doivent connaître ce que c'est que les espressos. Ce sont des rendez-vous d'affaires sur une matinée. Donc, on propose 4 à 5 rendez-vous d'affaires. Là, on fait un focus achat responsable. Donc, les entreprises peuvent rencontrer un acheteur public ou privé dans un format un peu plus professionnel afin de présenter leurs biens et leurs services, etc. Et vous allez avoir un retour d'expérience du département de la Gironde qui a fait un petit peu tout ce parcours-là de rencontres et d'espresso sur une filière-là, et donc qui a pu après contractualiser avec différents acteurs. Ce qu'on propose aussi pour le deuxième volet que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est l'aide à la réponse en groupement. Donc, on fait des journées de hackathon avec des ateliers autant théoriques pour comprendre ce que c'est que la commande publique, qu'est-ce que c'est qu'un DCE, etc. Et des ateliers pratiques pour aider à la rédaction de mémoires techniques et notamment à la constitution de groupements. La constitution de groupement, elle va pouvoir être nécessaire autant pour un acheteur public qu'un acheteur privé. Et ensuite, des webinaires d'information. Mais là, je ne vais pas aller trop loin là-dedans parce que vous êtes en plein dedans. Voilà, j'en ai fini pour cette petite présentation du parcours. On va passer au retour d'expérience et ensuite, on fera toutes les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à vous les noter s'il y en avait sur
sur cette partie-là. Je vais annoncer Laurence Robert, qui est une acheteuse au département. Je vais annoncer Mickaël Eligon aussi, qui va, je crois, parler juste après. Et puis Aude Castagnier, qui est directrice d'entre autres et qui va représenter le groupement d'entreprises qui a la table de Canam, Marie Curie et le Marmite Traiteur aussi euh, au sein de ce groupement. Mickaël, je te laisse la parole. Je crois que tu en produis. Merci Maëlys, bonjour Ouais. à toutes et tous. Juste pour effectivement vous mettre, dans le contexte du département qui, avec un peu plus de 200 millions d'euros d'achats, en fait, s'est doté d'une feuille de route, hein, sur ces achats responsables à travers ce qu'on appelle un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, hein, qui est une obligation réglementaire. Et effectivement, bah, sur nos ambitions qui sont, celles du plan national des achats durables, 100 de marché ayant une considération environnementale et 30 ayant une considération sociale, il faut et on a justement effectivement, on avait besoin d'un outil, hein, pour, aller au-delà de ce que nous on peut faire, seuls, hein. C'est le PRASER, le parcours régional des achats socialement et écologiquement responsables. Pour nous, c'était un outil dont on avait besoin pour développer, bah, la part des entreprises de l'économie sociale et solidaire, dans notre commande publique départementale. Et donc pour aller concrètement dans les choses, je vais laisser, Laurence, Robert, acheteuse au département, expliciter effectivement, cette démarche et ce que ça a permis d'aboutir en termes concrets d'un marché, chez nous. Oui, bonjour à tous. Donc, pour remettre dans le contexte de ce marché-là, en fait, le département organise sur l'ensemble du territoire girondin diverses manifestations pour lesquelles il fait appel à des prestations de traiteurs, et entre autres sous forme de buffet cocktail avec service. Et ce marché de prestations devant être renouvelé, le service de la commande publique du département a accompagné la direction de la communication dans son projet de consultation. Alors, nous avions participé au temps d'échange dont parlait Maëlys tout à l'heure, donc au temps d'échange agriculture et alimentation durable en septembre 2022, donc organisé par la CRES, 3AR et l'INAE, où nous avions rencontré les entreprises de l'ESS en abordant leurs difficultés à répondre au marché de la commande publique. Et nous avions notamment rencontré les entreprises Marie Curie, donc qui est une entreprise sociale agréée ESUS qui accompagne socio-professionnellement ses salariés, qui sont notamment des femmes réfugiées ou issues de l'immigration, et l'association Entre autres, donc, qui est présente aujourd'hui et qui participe à cette prise de parole. Donc je laisserai Aude présenter l'association. Pour ce projet de consultation en 2023, donc le service de la commande publique a orienté le sourcing vers des entreprises traiteurs qui favorisent l'emploi de personnes en difficulté. Donc, les deux structures d'insertion par l'activité économique qui sont la Table de Cana et Marmite Traiteur, et les entreprises de l'économie sociale et solidaire que je viens de citer, donc Marie Curie et entre autres. Alors, de nombreux échanges ont eu lieu directement avec ces structures et aussi par l'intermédiaire de l'INAE. Et cela a permis d'identifier leurs contraintes et leur capacité à assurer la prestation sur un périmètre bien défini. Et la nécessité pour répondre à cette consultation que les 4 structures se constituent en groupement. Donc, pour créer ce marché d'insertion, nous avons tenu compte des éléments du sourcing. Les contraintes identifiées étaient le délai de prévenance pour une commande, les freins de mobilité du personnel en insertion, hors Bordeaux Métropole, pour assurer notamment le service de la prestation, et les difficultés les week-ends et jours fériés, à assurer les week-ends et jours fériés. Donc, en tenant compte de ces contraintes identifiées, nous avons pu définir le périmètre pour ce marché d'insertion, avec donc un délai de prévenance de 15 jours, donc c'est-à-dire que la direction de la communication doit anticiper ses commandes et prévenir le groupement 15 jours, minimum 15 jours avant l'événement. Et le périmètre concerne donc des événements inférieurs à 250 convives qui ont lieu en semaine, du lundi au vendredi, midi et soir, et qui ont lieu sur Bordeaux Métropole. Pour les autres besoins, en dehors de ce périmètre, nous avons créé d'autres lots.
Donc, les 4 structures sont donc groupées pour répondre à l'offre et ont signé un accord cadre de 12 mois, reconductible 3 fois, donc sur 4 ans. Ces structures répondent bien sûr aux exigences que nous avions fixées dans l'accord cadre. Donc, ces exigences, c'était en termes d'utilisation de 50% minimum de produits dits de qualité et durable, dont 20% minimum de produits issus de l'agriculture biologique. Et nous avions aussi mis des critères de notation pour cette procédure achat qui ont montré les performances de ces structures au-delà de ces pourcentages qui étaient exigés. Voilà, donc une réunion de démarrage du marché a eu lieu avec les 4 structures du groupement, avec aussi notre direction de la communication et notre direction de l'insertion. Le marché est notifié depuis peu et nous n'avons pas encore de recul sur l'exécution du marché. Il y a eu une prestation, je crois, qui a été réalisée. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la construction de ce marché. Merci Laurence. Est-ce que Aude, tu veux intervenir peut-être pour présenter l'autre côté de ce marché-là? Oui, bonjour. Du coup, moi, je suis directrice donc d'une association qui s'appelle Entre autres. Donc, on est basé à Bordeaux. Euh, pour recontextualiser, donc nous, on a le statut vraiment d'association, on n'a pas d'agrément IAE. Et je le recontextualise parce que ça fait partie aussi du groupement qu'on a pu faire, où c'était un peu l'enjeu, c'est qu'on est 4 structures avec 4 statuts juridiques différents. On a 2 structures qui sont proprement des structures de l'IAE, une ACI, une EI, et Marie Curie, qui elle est une entreprise avec un agrément ESUS. Donc, vous voyez déjà, il y a une configuration où nous, on se connaissait parce qu'on était sur le même territoire. Euh, Là, pour l'association, entre autres, on ne fait pas que traiteur. Nous, on a 3 projets. Un de nos projets, c'est un projet traiteur. Et on va accueillir des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans sur des stages d'insertion. Donc, c'est notre façon de les remobiliser, de leur faire une découverte métier. Pour ce qui est de notre entente tous les 4, on avait déjà répondu à des demandes, mais qui étaient hors marché public, donc pour d'autres associations ou des gros événements. Donc, on avait fonctionné un peu comme ça de façon informelle et formelle, parce qu'on se retrouvait quand même des fois pour partager aussi des pratiques professionnelles, etc. De pas être isolé aussi dans nos pratiques. Même si on est différent, on a quand même un support qui est le même, qui est celui du traiteur. Donc, c'est intéressant déjà de se rencontrer. Et après, ça a été plus formalisé, puisque petit à petit, en avançant dans nos rencontres, on est chacun très en lien de façon individuelle avec la CRES et pour certains avec INAE également. Et on venait aux espressos, où on a pu rencontrer effectivement Laurence. Et il y avait aussi cette question de timing, mais je pense qu'elle a été bien préméditée par la CRES et INAE pour qu'on se rencontre aussi. Et effectivement, ça a été... on pourra y revenir si on a d'autres questions aussi sur l'aspect un peu technique. Comment on fait un groupement aussi quand on est différent, mais qu'on a juste un support en commun. Et aussi tous les échanges qu'on a pu avoir avec Laurence et avec le département, qui est une collectivité, comme tu l'as expliqué, Laurence, qui a beaucoup travaillé dans notre sens, c'est-à-dire que pour vraiment ça puisse être un lot sur lequel on puisse répondre. Et en même temps, nous, il a fallu qu'on travaille pour s'adapter aussi à l'exigence d'un marché public. Donc c'était vraiment un travail qui allait dans les deux sens. Merci Aude. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter du côté du département, entre autres? N'hésitez pas excusez-moi, je peux pas mettre ma caméra parce que j'ai une connexion un peu instable. C'est Théamana qui parle chez INAE. N'hésitez pas si pour les structures de l'ESS ou même les collectivités, si vous avez des questions sur comment ça a été mis en place. Nos intervenants là vous ont déjà donné quelques éléments, mais sur la construction du groupement, sur voilà, et c'est le moment. Et si jamais ça vous vient pas de suite, n'hésitez pas à mettre vos questions aussi dans le chat et on pourra y revenir plus tard. Je pense que Ouais, ouais, il n'y a pas de question pas particulière. pour le moment. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et oui, n'hésitez pas à l'ajouter sur le chat si vous avez des questions. Merci pour cette intervention à toutes les deux et même à tous les trois avec Mickaël. J'ai une question. Je suis allée trop vite.
Une question de Katia. Bonjour, y a-t-il des démarches similaires dans d'autres départements, notamment en Dordogne? Alors, si je comprends bien la question, quand vous dites démarche, c'est du coup sur le Praser. Le Praser aujourd'hui n'est pas en Dordogne. On ne travaille pas encore avec le département de la Dordogne, mais ce serait avec plaisir en tout cas. C'est qu'on n'a pas encore identifié la personne en tout cas adéquate avec qui échanger sur ce sujet-là. Mais je ne sais pas de quelle structure vous faites partie, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Pour compléter la réponse de Maëlys, du coup, si la question c'est est-ce que il peut y avoir des réponses en groupement qui ont été faites entre acteurs de l'ESS, on n'en a pas connaissance, mais c'est pas impossible. Si effectivement, comme le disait Maëlys, c'est quelque chose qui vous intéresse parce que en tant qu'acteur de l'ESS, vous avez vous connaissez d'autres structures sur le territoire avec lesquelles vous pourriez travailler, ou bien encore que vous faites partie d'une collectivité et que vous aimeriez avoir des acteurs ESS comme ça qui coopèrent ensemble pour répondre à vos marchés. N'hésitez pas à nous solliciter, c'est aussi, c'est à ça qu'on sert en fait, parce que la demande vienne d'un côté d'une collectivité ou des acteurs de l'ESS, nous on est là pour essayer de pousser les choses et donc on va aider soit les acteurs, de l'ESS à se regrouper pour répondre à un marché existant, soit on va aller démarcher avec vous la collectivité de votre territoire pour voir si pour eux ça peut être une opportunité. Donc, n'hésitez surtout pas. De toutes les façons, quand on vous enverra la présentation, vous aurez nos coordonnées. Oui. Très bien, merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais une question. Oui, bien sûr, allez-y. Bonjour. Bonjour. Richard, question culture, un jardin d'insertion en Primo-Rue à côté de Bergerac. J'ai une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'organisation entre les services du département qui ont organisé un petit peu la mise en place, enfin, qui ont soutenu la mise en place de ce partenariat. La question, c'était au niveau des services, c'est quelque chose qui est venu des services ou c'est venu d'une commande politique et d'une demande politique du département, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été travaillé entre les services et qui a été mis en place par les services comme services d'insertion et services des achats publics. Voilà, comment ça s'est un petit peu, ça a démarré en fait, parce que on dit 2022, donc ça fait 2 ans. J'imagine que voilà, c'est au rythme de la collectivité. Mais comment ça a démarré en fait au début? Est-ce que c'est une demande politique ou est-ce que c'est un choix technique et une volonté technique d'échange entre les services en fait? Je vais laisser Mickaël Eligon répondre. Ouais, effectivement, à la base, effectivement, il y a ce que je parlais tout à l'heure du schéma de promotion, hein, des achats socialement, écologiquement responsables. C'est l'ambition, clairement, et qui a fait l'objet d'une délibération et d'un vote des élus. Et donc effectivement, nous, en interne, on s'appuie et c'est le service de la commande publique qui pilote, en fin de compte, ce schéma et qui s'assure qu'effectivement, nos consultations répondent à ces objectifs-là. Donc effectivement, on identifie en amont, des projets, avec les directions opérationnelles où on les oriente en leur indiquant que nous, sur ces projets, ces consultations-là, on estime qu'il y a une possibilité de mettre en place, de l'insertion ou aller vers le secteur du handicap. Enfin, voilà, on a déjà une première approche en leur indiquant qu'il y a un potentiel d'entreprises qui peuvent répondre à leurs besoins et particulièrement pour ce marché-là, la question, c'était qu'il fallait qu'on trouve aussi des entreprises qui ont la dimension de pouvoir répondre, à notre besoin. Parce que c'est ça aussi parfois qui est la difficulté, c'est d'arriver à obtenir l'échelle, pour pouvoir répondre à nos besoins et pas faire que intervenir ponctuellement et ce qui permet aussi aux entreprises, d'avoir de la visibilité sur leur activité demain et de pouvoir du coup peut-être déclencher d'autres projets, des projets plus ambitieux. Et là, c'est un travail, avec la direction opérationnelle parce qu'il faut au départ, il y a un besoin, il faut qu'on réponde à ce besoin. Et c'est ça, il faut donc, les assurer que
même si effectivement ils vont en allant vers les structures, soit de l'insertion, soit du handicap, en ouvrant plus largement, hein, quel que soit le besoin, c'est de leur assurer que techniquement, on répondra à leurs besoins. Et que le plus, c'est effectivement on va vers des structures qui sont effectivement, insertion ou handicap. Et ça, c'est clairement, il faut les accompagner. Donc la direction opérationnelle, c'est un travail d'accompagnement. Nous, c'est notre travail, c'est le côté service commande publique, à travailler avec INAE, avec la CRES et du coup avec les entreprises de ces secteurs-là, pour pouvoir constituer une offre qui puisse répondre à notre besoin. Voilà, et avec nous, avec en interne aussi notre direction de l'insertion et de l'inclusion. Donc c'est vraiment un travail collectif et sans perdre de vue qu'on doit répondre à un besoin. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, oui, il y a une volonté et politique et une volonté interne, mais aussi une dynamique qui va au-delà de la collectivité parce qu'effectivement, on pourrait émettre un marché, sans effectivement se poser la question de qui peut répondre, comment il peut répondre. Non, en fait, il y a un vrai travail en amont qui Ah, se fait et qu'on ne pou on peut on ne doit pas ne pas faire parce que sinon effectivement, on peut aussi mettre des entreprises en difficulté. C'est pour ça le périmètre qu'expliquait, ma collègue Laurence, sur le fait qu'il y ait on a compris aussi les contraintes qu'avaient les entreprises, qui pouvaient répondre à notre besoin en termes de jours de travail, en termes d'horaires, en termes de quantité effectivement de prestations qu'ils pouvaient apporter et qu'il faut aussi expliquer à notre direction opérationnelle parce que eux, ça veut dire qu'avant ils avaient un seul titulaire, maintenant ils en ont 2. Hein. Donc faut tout ça c'est du travail tant en interne qu'en externe pour arriver à ce résultat-là et voilà, bon. C'est du merci. travail, mais en tout cas je pense qu'effectivement l'idée c'est de donner de la visibilité aux entreprises de l'économie sociale et solidaire et nous effectivement, bah, de rentrer aussi d'autant plus dans les missions du département qui est la première mission, c'est les solidarités. Merci pour la réponse. La deuxième question, c'était qui était aux manettes de la coordination, donc vous avez répondu également. Merci. Merci beaucoup pour votre question, Richard, et pour la réponse, Mickaël. Et oui, en effet, et puis toute cette idée de partenariat entre nous et puis le département et les autres collectivités que j'ai énumérées tout à l'heure, c'est aussi de les accompagner dans toute cette phase de sourcing qui est plus qu'importante pour qu'ensuite ça se déroule bien. Voilà. Je vais passer la main à ma collègue Théamana qui va prendre le relais pour ce webinaire. J'ai assez parlé. Merci Maëlys. De rien. Alors, là, en fait, vous avez vu avec Maëlys une première partie, on s'est pas mal concentré plutôt côté collectivité. Mais ce qu'on avait envie de faire, sur cette deuxième partie, c'est d'élargir à la question de la RSE, puisque là, du coup, on intègre, de fait les entreprises. Hem Et en fait, là, je vous propose de partir des 7 piliers de la RSE, puisqu'on sait que la question des achats responsables, en dessous de la question des achats responsables, il y a les valeurs et la question de la RSE, en fait, qui finalement, on va le voir, peut s'applique aussi bien, aux collectivités qu'au secteur privé. Ça prend juste des formes différentes. C'est vrai que du côté des collectivités, on vous l'a dit là, il y a des obligations aujourd'hui. Pour des très, très grosses entreprises, il y en a aussi, mais bon, la plupart des entreprises de nos territoires n'ont pas ces chiffres-là, d'affaires ou ce nombre de salariés. Mais quand bien même, elles s'intéressent de plus en plus à la RSE. Et donc là, l'objectif de cette slide, c'est de vous raconter un petit peu comment est-ce qu'on peut répondre à la RSE, par le biais, des achats responsables. Donc comment est-ce qu'on intègre la RSE aux politiques d'achat, qu'on soit collectivité ou entreprise privée. Juste petit rappel, effectivement, la RSE, elle est, cadrée et définie par l'ISO 26000. Le petit schéma que vous voyez là, c'est un schéma de l'AFNOR. Voilà. Donc si on prend, par exemple, la question de la gouvernance de la structure et qu'on se dit: «OK, bon, bah, j'ai envie de travailler, sur ce sujet-là, et comment est-ce que j'intègre ça, à ma politique d'achat responsable?» Bien, par exemple, vous pouvez mettre en place un processus de transparence et de responsabilité pour la sélection de vos fournisseurs. Donc vous pouvez mettre des critères d'éthique, de lutte contre la corruption, des processus pour qu'il y ait une transparence, pour que les parties prenantes
de votre structure, que ce soit les autres fournisseurs, que ce soit ceux qui vous subventionnent ou que ce soit les partenaires, ils puissent avoir une visibilité sur comment vous vous fournissez et on garantit cette transparence-là. Du côté du pilier droits humains, vous pouvez par exemple intégrer des critères relatifs aux droits humains. Donc par exemple, en vous assurant que vos fournisseurs donnent des conditions de travail correctes à leurs salariés, qu'ils sont pas sur du travail forcé. Heu, Ça rejoint un petit peu aussi les conditions, le pilier des conditions et de relations de travail. Vous pouvez exiger de vos fournisseurs qu'ils offrent des conditions de travail sécuritaires et équitables. Vous pouvez aussi demander à ce qu'il y ait des pratiques de dialogue social et de respect des normes de sécurité. Sur la question environnementale, vous pouvez aussi demander à ce que, voilà, que ce soit dans leurs prestations ou les produits qu'ils ont, ils puissent vous garantir que, ils font un maximum pour que ce soit bas carbone. Si par exemple ça inclut du transport, vous pouvez exiger, si c'est possible pour eux, de privilégier la mobilité douce ou d'employer des matériaux durables, par exemple. Là, c'est vraiment des exemples que je vous donne à chaque fois pour vous donner une idée de qu'est-ce que vous pouvez mettre en pratique. Ensuite, il y a le pilier, la loyauté, dans les pratiques. Donc, vous pouvez aussi décider quand vous faites, votre «marché» entre guillemets, de promouvoir la concurrence loyale et la transparence dans les relations commerciales. Mieux encore, vous pouvez essayer de faciliter, la coopération, entre acteurs économiques, de votre territoire. Donc là, on sait que les collectivités le font de plus en plus, mais ça peut très bien marcher aussi pour une entreprise. Heu, sur la question relative, aux consommateurs, vous pouvez vous assurer que les produits que vous achetez, respectent les normes de sécurité et de qualité et que vos fournisseurs vont, transmettre, des éléments, des informations suffisamment transparentes aux clients, pour avoir toujours, cette transparence. Et enfin, sur la question du développement local, donc on en entend beaucoup parler aujourd'hui, hein, maintenant on parle de responsabilité territoriale des entreprises. On sait maintenant que la question du territoire et du local est primordiale et donc voilà, quand vous achetez, des prestations ou des produits, essayez au maximum de regarder ce qu'il y a, quels sont les acteurs qui sont présents autour de vous pour les privilégier, en fait, dans vos achats. Hem Sur cette question-là, je vous enfin, voilà, vous avez peut-être vu l'info passer, mais il y a des plateformes d'achat groupées comme Unader, par exemple, il y en a d'autres, hein, qui en fait recensent, tous les acteurs ESS, toutes les entreprises, d'un territoire et qui mettent en avant, en fait, toutes les prestations et les produits qu'ils ont et ça vous permet, vous, d'aller, via ces outils-là, cibler vraiment, les acteurs économiques de vos territoires et d'engager des contrats ou des collaborations avec eux. Donc voilà, ça c'était juste, une petite slide que vous pourrez, garder de côté, voilà pour, peut-être pour, les services achats, qui peuvent être intéressés et ensuite on a mis au point, sur la slide suivante, un petit argumentaire, parce que, qui à mon avis peut être utile aussi bien aux acteurs de l'ESS qu'aux acheteurs privés ou publics pour un petit peu, se dire que, l'ESS, elle coche quand même pas mal de cases pour, répondre à vos achats socialement et écologiquement responsables. Donc, par exemple, si on parle d'innovation sociale et de développement de compétences, souvent les structures de l'ESS, elles sont à l'avant-garde de l'innovation sociale. Aujourd'hui, on a énormément, d'acteurs de l'ESS qui sont dans le réemploi, dans le recyclage, qui innovent au niveau des modèles de gouvernance et du coup, collaborer avec ces acteurs-là, ça vous permet aussi, d'ouvrir, votre structure, votre entreprise, votre collectivité à d'autres pratiques. Donc ça peut permettre une montée en compétences de vos salariés et puis ça vous permet aussi de vous ouvrir à d'autres marchés. Quelque chose à laquelle on pense pas toujours, mais c'est vrai que, hem, heu, normalement, quand on est une structure de l'ESS, on fait attention, à sa consommation. On essaie d'être local, on essaie d'être, moins énergivore et donc du coup, faire appel,
à des structures de l'ESS vous permet aussi d'intégrer ces logiques-là et bien souvent de réduire vos coûts, vos dépenses. Bien sûr, il y a la question un petit peu du marketing et de la fidélisation des clients. On sait bien aujourd'hui que de plus en plus de consommateurs ont une exigence sociale et environnementale. Et donc, bien évidemment, en faisant appel aux acteurs de l'ESS, eh ben, ça vous permet aussi de montrer à vos consommateurs, aux consommateurs que vous êtes engagés dans ces démarches-là et que vous prenez en compte. Donc, ça peut être un élément de fidélisation. Il y a aussi la question de la certification et des labels. Beaucoup de structures de l'ESS font la démarche de faire reconnaître leurs compétences, de faire reconnaître leurs efforts, de faire reconnaître l'impact positif qu'ils ont sur le territoire. Et donc là aussi, en travaillant avec des structures de l'ESS, vous pouvez aussi, montrer que vous travaillez avec des structures qui ont un label. Hem Et une dernière slide là-dessus. Donc c'est ce que je vous disais, à partir du moment où vous vous intéressez un petit peu aux acteurs de l'ESS, ça vous permet d'ouvrir aussi de nouveaux segments de marché. On le voit même nous au sein de nos structures, ESS, en fait, quand ils ouvrent une nouvelle activité de réemploi qui vient à côté d'une activité, 1re, et ben, eux-mêmes déjà s'ouvrent à un nouveau segment de marché, à de nouvelles compétences et donc, vous aussi, en fait, vous pouvez être amené à ouvrir de nouveaux domaines d'activité en vous associant aux acteurs de l'ESS qui sont aussi en recherche de coopération avec les acteurs économiques de leur territoire et qui ne sont pas forcément des structures de l'ESS. Et bien sûr, on l'a vu, ça peut aussi faciliter l'accès au marché public puisque on vous l'a dit là, les collectivités, ont de plus en plus l'obligation, d'intégrer des clauses sociales et environnementales dans leur marché. Donc on voit de plus en plus d'entreprises qui essaient de s'associer aux acteurs de l'ESS pour pouvoir répondre à ce critère. Voilà. Motivation et fidélisation des employés, ça on l'a un petit peu vu, mais c'est vrai que pour vos salariés, faire partie d'une entreprise, qui s'intéresse à ces sujets-là et qui du coup met davantage un sens, dans son travail. On le sait que c'est très central aujourd'hui, le sens du travail, on en débat beaucoup. Ça peut aussi, aider à faire rester, vos salariés puisqu'on commence un petit peu à réfléchir sur ces sujets-là. Et puis bon, voilà, valorisation des engagements éthiques et durables, bon ça, c'est un petit peu l'image de marque, on l'a vu. Et puis la transparence et la confiance, on l'a vu tout à l'heure dans le schéma, c'est qu'effectivement, heu, hem, être avec des structures de l'ESS qui mettent en priorité, heu, hem heu, l'intérêt du territoire, des populations pour lesquelles elles travaillent et cetera, ça donne aussi à vos collaborateurs, le sens de ça leur montre que vous aussi, en fait, vous êtes intéressés à ces choses-là, que vous le prenez en compte et donc ça permet aussi d'installer plus facilement une confiance. Bon, voilà, donc ça c'était, voilà, on a fait un petit peu cet argumentaire pour que vous puissiez l'avoir en poche quand vous démarchez, vos entreprises, vos collectivités. Et puis, là, on voulait vous refaire, rapidement un petit panorama de l'ESS en Nouvelle-Aquitaine pour que vous ayez un petit peu une vue sur tous les secteurs, de l'ESS. Donc vous voyez là, hein, je vais pas vous les lire, vous pouvez vous les regarder, mais c'est assez diversifié. Heu et de toutes les façons, on vous enverra ces chiffres. Et puis, là, c'est une infographie qui a été faite, je crois, par la CRES, si je me trompe pas, Maëlys? Oui, en effet, c'était Ouais. une commande même de la ville de Bordeaux en fait, c'était un guide de redirection écologique pour toute organisation, hein, organisation, entreprise ou collectivité. En fait, ça aide un petit peu via des petites fiches les premiers pas d'une redirection écologique. Et il y a cette infographie qui est quand même assez flagrante, qui montre en fait que n'importe quel achat d'une organisation peut être un achat aussi de l'économie sociale et solidaire. Vous avez en plus des exemples de structures du territoire. N'hésitez pas sur le site de la CRES, je pense que je l'ajouterai peut-être dans le mail. C'est téléchargeable, donc voilà. N'hésitez pas à regarder, c'est assez intéressant.
Oui, voilà. Alors là, effectivement, ça concernera que les Bordeaux Métropole, mais là, vous le voyez peut-être pas très bien, mais en fait, à chaque, on va dire, segment d'achat, vous avez la liste sur Bordeaux Métropole des acteurs de l'ESS qui peuvent répondre à votre besoin. Donc ça, c'est intéressant. C'est juste pour vous donner une idée, en fait, effectivement, du panel de services qu'il existe dans l'ESS. Voilà. Et puis, je pense que nous arrivons à notre deuxième témoignage, donc un petit peu pour illustrer ce dont on vient de se parler. Je vais laisser la parole donc à l'APADEV avec Cédric Valade qui est directeur de l'APADEV et Valorem avec Elisabeth Abriva et donc qui est une collaboration, une très belle collaboration d'ailleurs, entre une structure d'insertion par l'activité économique, APADEV, et une entreprise, Valorem. Donc, j'en dis pas plus et je ne sais pas qui commence, si c'est Cédric ou si c'est Elisabeth. Et c'est peut-être Bonjour à Cédric, toutes je et vois le tous. micro est ouvert. Oui, le micro est ouvert et la première diapo nous concerne. Donc, je vais commencer, mais Elisabeth est là aussi. Donc, on va faire une intervention à deux, à distance. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Voilà, donc Elisabeth. effectivement, comme l'a Bonjour. introduit Théamana, nous allons vous présenter une collaboration que nous avons instaurée en 2023 avec la société Valorem. Entre cette société Valorem et l'atelier chantier d'insertion à PADEF que je représente, donc qui est une association basée à l'Espar Médoc, qui est conventionnée atelier chantier d'insertion, qui représente 8 salariés permanents en accompagnement de 25 salariés en transition professionnelle sur des activités d'entretien d'espaces verts, d'espaces naturels, de petits bâtis, et plus récemment d'activités de confection, notamment à partir de textiles de récupération, et une boutique solidaire. Notre structure est établie depuis 2012 dans le Médoc, avec un fort ancrage local, peu de structures d'insertion sur ce grand secteur géographique de la Gironde, et avec une volonté claire et affichée d'un projet d'insertion déployé autour du concept de l'entreprise sociale apprenante, que nous préférons nous présenter ainsi et nous organiser d'ailleurs de cette façon pour communiquer auprès de nos salariés, auprès des collectivités, des donneurs d'ordre, des partenaires, et mettre en avant justement ce qui est évoqué tout à l'heure, à la fois un accompagnement, mais des activités aussi économiques proposées aux demandeurs d'emploi qui soient le plus porteuses de sens possible et qui permettent au mieux de valoriser, de détecter, de valoriser les capacités des salariés accompagnés. Voilà, je pense que Elisabeth, tu peux prendre le relais pour Valorem. Oui, merci. Donc le groupe Valorem, donc moi j'ai intégré ce groupe-là il y a 3 ans. Je suis chargée de mission RSE, référente insertion. Et donc comme c'est indiqué hein, d'ailleurs sur la slide, nous sommes un groupe opérateur français indépendant qui développe, construit des parcs dans les énergies renouvelables, notamment solaires, éoliens, des centrales hydroélectriques, des stations dans l'hydrogène aussi. Donc, on fête nos 30 ans cette année. Nous sommes un 4e développeur français. Une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, aujourd'hui 450, voire même un peu plus salariés avec des agences au niveau national et aussi à l'international. Et on a deux filiales hein, qui sont Valemo, qui assure l'exploitation de nos parcs, et Valrea, qui en assure la construction. Alors, peut-être aussi préciser, on va peut-être passer la slide suivante, que nous sommes également entreprise à mission. Je ne sais pas si vous pouvez passer le slide qui est juste après. Oui. Merci.
Et en fait, donc on a adopté, je dirais, ce statut qui était plus une façon aussi de formaliser, les choses par rapport aux valeurs, qui sont, je dirais à la fois véhiculées, mais qui voilà, qui font partie de l'ADN de l'entreprise, avec une raison d'être qui est valoriser ensemble les énergies des territoires. On va retrouver des mots-clés qui vont vous parler pour ouvrir la voie à un avenir durable et solidaire. Vous avez là les 6 objectifs qu'on s'est donnés en tant qu'entreprise à mission, notamment la concertation avec les acteurs du territoire, ce qui va aussi un petit peu, ce qui a aussi, je dirais, contribué à la manière dont on a envisagé la collaboration et le partenariat avec la PADEV. La préservation des écosystèmes. On est aussi sur les aspects environnementaux et la manière notamment dont on entretient les espaces naturels sur nos parcs. Le fait que les collaborateurs de l'entreprise puissent se sentir et être tout simplement acteurs de la transition. Le fait aussi de pouvoir mettre en place je dirais de l'énergie, des énergies renouvelables qui soient aussi abordables économiquement, de développer aussi des relations équilibrées et durables avec nos partenaires, quels qu'ils soient inclusifs ou non d'ailleurs, et défendre et mettre en œuvre une vision solidaire de la transition énergétique à travers justement la manière dont on conçoit j'allais dire notre position et nos investissements sur les territoires. Voilà, donc est-ce qu'on pourrait, donc pour la slide suivante, juste, et j'en finirai là, mais on a 3 actions phares aujourd'hui, dont une qu'on va pouvoir évoquer ensemble. C'est effectivement le principe d'encourager, donc dans le cadre de notre politique RSE, encourager l'épargne citoyenne, puisque nous levons des fonds en proposant en gros aux citoyens des territoires sur lesquels nous intervenons de pouvoir participer au financement des équipements sous la forme, c'est une forme de prêt qui constitue un retour sur un investissement. Nous avons aussi une fondation qui s'appelle Watt for Change et un fonds de dotation. D'ailleurs, fonds de dotation, pardon, aujourd'hui, Watt for Change, qui soutient des associations et des dispositifs locaux contre la précarité énergétique. Donc, notamment au niveau national, il s'agit de lutter contre la précarité énergétique en permettant à des entreprises, à des entreprises, mais à des particuliers qui pourraient manquer de financement, de pouvoir de pouvoir prendre en charge leur reste à charge lors de la rénovation énergétique de leur logement. Et puis, bien, le sujet d'aujourd'hui qui est de favoriser l'insertion professionnelle à travers les clauses d'insertion, les clauses sociales qui ont été mises en œuvre de manière complètement volontaire sur les projets de construction de nos parcs et l'analyse systématique de pouvoir recourir de notre possibilité de recourir sur un territoire à des structures inclusives concernant donc l'entretien des espaces naturels de nos parcs et pas que. Voilà, alors je ne sais pas Cédric si tu veux aller sur on peut revenir même sur la slide juste avant. Oui, alors pour compléter un petit peu, notamment le positionnement de la PADEL, donc nous intervenons sur l'ensemble du Médoc, comme je disais, donc un très 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 grand territoire, avec des préoccupations aussi d'ancrage local et d'intervention en bonne entente, en complémentarité avec le secteur marchand. Et en tant qu'atelier chantier d'insertion, il est vrai que nos principales actions sont tournées vers l'entretien d'espaces naturels et d'espaces verts au service essentiellement des collectivités locales, établissements publics et autres établissements tels que l'ONF, les syndicats de bassin versant, le département de la Gironde. Et nous avons l'habitude d'intervenir dans le cadre également de marchés d'insertion et de qualification, ou marché réservé, seul ou en groupement, mais jamais nous n'avions vraiment travaillé avec une entreprise sur des contractualisations pluriannuelles, par exemple.
ni avec des objectifs de, 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 de restitution de bilan social ou d'accompagnement d'une entreprise dans sa mission, en tout cas dans ses préoccupations, dans sa politique RSE. Donc l'occasion nous a été donnée par l'entreprise Valorem d'étudier un projet de collaboration et de partenariat à partir d'un besoin identifié par l'entreprise, à savoir l'entretien de la végétation sur ces installations en Médoc. Entretien qui était déjà réalisé par le passé par une entreprise locale. Et donc, la collaboration que l'on va vous présenter a nécessité, bien sûr, qu'il y ait des temps d'échange et de discussion avec cette entreprise du secteur marchand, avec d'autres associations du territoire, pour imaginer comment chacun pouvait trouver sa place utilement et intégrer une forme de coopération dans laquelle une part puisse être laissée à l'insertion par l'activité économique du fait des souhaits de la politique du donneur d'ordre, à savoir Valorem. Tu veux Je peux compléter? peut-être, oui, je voudrais rajouter une petite chose, c'est qu'effectivement, il y avait déjà une entreprise locale présente qui assurait des prestations d'entretien sur ces parcs. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a un nouveau parc qui a été construit et que l'entreprise en question, je dirais, il y avait la possibilité à ce moment-là de faire la place aussi. Je tiens à préciser ça parce qu'en gros, l'idée n'était pas d'enlever, je dirais, une partie de l'activité qui était déjà qui était déjà prise par l'entreprise avec laquelle nous travaillons, mais plutôt de permettre de faire la place, moi je dirais ça comme ça, à d'autres structures, donc des structures inclusives, de venir d'ailleurs travailler dans le cadre de l'entretien de nos parcs et en bonne intelligence aussi avec notre partenaire local. Oui, tout à fait. En tant qu'atelier chantier d'insertion, c'est vrai qu'on se doit aussi de respecter aussi cette complémentarité avec le secteur marchand et de veiller à écarter toute forme de concurrence déloyale. Les attentes de Valorem peut-être sur... Oui, alors, Voilà. oui, voilà, parce qu'en fait, sur le parc, jusqu'à présent, j'ai envie de dire qu'il y avait quelques pratiques, et tant mieux d'ailleurs, qui existaient déjà au niveau de l'entreprise, de façon un peu marginale ou au moment de la recherche d'un prestataire pour l'entretien des espaces naturels de nos parcs, alors en particulier des parcs solaires qui demandent plus particulièrement. Enfin, aujourd'hui, on a des parcs solaires et des parcs éoliens sur lesquels il y a de l'entretien d'espaces naturels, mais il y avait déjà quelques pratiques un petit peu à la marge au niveau national, mais pas du tout de réflexion, je dirais, sur cette question-là, de pouvoir faire appel à des structures de l'ESS. Et c'était plus lié à des opportunités, mais voilà, je dirais les collaborateurs n'en faisaient pas quelque chose d'un peu spécifique, quoi. Donc, le principe, moi, quand j'ai repris, en tout cas, le poste qui avait été mis en place déjà par rapport aux clauses sociales, c'était d'aller un petit peu plus loin et puis de voir qu'est-ce qu'il était, comment dire, si on ne pouvait pas avoir une réflexion un peu plus systématique, alors un peu comme les marchés réservés, j'allais dire, dans les marchés publics, est-ce qu'on ne pouvait pas avoir une réflexion un peu plus systématique, à savoir, voilà, à chaque fois qu'on a un changement de prestataire ou quand on a un parc qui finit d'être construit, voire même avant d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir aussi des travaux liés aux espaces naturels avant, donc dans le cadre de la clause sociale. Donc avoir une vision un peu plus large et un peu plus globale de pouvoir contractualiser justement avec des acteurs locaux sur ces travaux-là et pouvoir le faire avec des acteurs locaux, mais également inclusifs. Alors, quand je mets inclusif, c'est plus large que, je dirais, l'IAE, c'est l'insertion par l'activité économique et c'est aussi je dirais les structures du handicap. Mais en tout cas, c'était vraiment être dans cette démarche de pouvoir aller vers ces
vers ces structures-là. En parallèle, nous avons une démarche qui est en cours maintenant depuis 2021 sur la manière dont on peut rendre nos achats plus responsables. Nous avons d'ailleurs obtenu le label Relation achat-fournisseur responsable. Donc, ça faisait partie, je dirais, d'une démarche aussi plus globale dans l'entreprise d'engagement à la fois environnementaux, sociétaux, de gouvernance aussi, par rapport à nos achats. Voilà, de son côté, la PADEV, lorsqu'elle a été euh, contactée par Valorem pour étudier cette faisabilité, elle souhaitait aussi euh, pouvoir s'assurer de la faisabilité technique. Alors l'un des intervenants l'évoquait tout à l'heure, Monsieur Eligon notamment, sur le fait que voilà, une prestation demander à une structure d'insertion doit être étudiée en amont avec les partenaires, hein, qu'ils soient publics ou privés, pour bien vérifier que la structure est en capacité de la tenir, dans la durée, de la tenir en qualité, que cela correspond aussi à son projet d'insertion, que cela correspond aussi euh, à des équilibres d'intervenants sur le territoire, fait que ça ne désorganise pas ou ne concurrence pas des entreprises privées, mais également que ça correspond vraiment à la capacité de la structure, tant en termes d'équipement qu'en termes de compétences, euh, à pouvoir y répondre voilà, sereinement, mais également en termes de sécurité. Dans le cas qui nous occupe, en fait, on est sur un parc photovoltaïque de 8 hectares avec voilà, 60 rangées de panneaux photovoltaïques. Il y a plus de 800 tables photovoltaïques. Donc, c'est quelque chose qui vraiment, pour nous, sortait de l'ordinaire et de nos habitudes de travail et qui a demandé en amont d'une proposition d'intervention, une proposition tarifaire et une planification, bah, d'aller étudier si nous étions en capacité de répondre. Donc, au-delà des rencontres qu'il y a pu y avoir pour évoquer la participation d'une structure de l'insertion par l'activité économique sur l'entretien de ce parc en complémentarité avec une structure du secteur marchand. Et il y a eu ensuite aussi des journées tests qui ont permis, avec les outils, avec les équipes, d'aller vérifier que nous étions en mesure de faire cet entretien, d'ajuster aussi les équipements nécessaires, d'imaginer aussi des solutions. On a fait venir une entreprise avec un robot téléguidé qui pouvait passer sous les tables photovoltaïques. Bon, on n'a pas retenu cette solution parce que voilà, elle correspondait pas à l'insertion par l'activité économique, hein. Donc, le but, c'était bien sûr de faire travailler, de former, d'accompagner des salariés et pas de piloter des robots. Mais voilà, il y a quand même des contraintes techniques et de sécurité fortes sur ces ouvrages-là, notamment sur celui-ci qui est situé sur un ancien casier de centre d'enfouissement technique. Donc en dessous, on a des déchets, on a des gaz, il y a des lixivias, il y a des fossés autour, donc il y a un talus, parce qu'on est situé en hauteur, voilà, avec des contraintes de sécurité vraiment particulières. Donc, mise en place d'une journée test, validation des outils, des process, du document, mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, catégorisation des différentes surfaces. Voilà, donc ça a demandé quand même un certain temps pour près d'un an, hein, en fait, je pense, Ouais, c'est ça. pour valider tout ça ensemble et nous entendre aussi sur des engagements réciproques au-delà de la prestation technique. Et parmi ces engagements, nous, on avait une volonté qui était de dire, bon, mais OK, on y va. Par contre, c'est risqué pour nous. Établir un devis sur une telle surface avec une méconnaissance de ce type d'activité, bah, c'est risqué. Investir sur des outillages spécifiques et adaptés à cet entretien, c'est risqué aussi. Donc, ce qu'on a souhaité et obtenu finalement de Valorem, c'est qu'on puisse contractualiser sur une durée de 3 ans
et autour de la prestation technique et autour d'engagements réciproques. Et c'est de là que l'on s'est inspiré de ce que l'on peut retrouver dans les marchés d'insertion et de qualification ou les marchés réservés. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc du côté de la PADEV, nous avons eu à réaliser l'entretien de ce parc de 8 hectares. Et parmi les engagements réciproques, nous avons la production d'un bilan social, donc qui est relatif aux salariés qui interviennent tout au long de l'année sur ce parc. Donc, nous avons 3 campagnes d'entretien sur l'année, des campagnes qui durent à peu près 15 jours. Et donc, on fait un retour, nous proposons un retour et un bilan à Valorem de façon à caractériser, qualifier les actions d'accompagnement social et professionnel qui ont été entreprises avec les salariés concernés, valoriser les attitudes et aptitudes et mettre en avant aussi les formations qui ont été réalisées tout au long de l'année par ces salariés. Et pour ceux qui ont quitté la structure en cours d'année, bien rendre compte de leur devenir auprès de Valorem. Est-ce que Elisabeth, oui. oui, parce qu'effectivement, enfin pour nous, c'est extrêmement intéressant aussi de pouvoir, au-delà de la prestation technique, je dirais, qui est que quand on arrive, on voit le parc qui va être, je dirais, tout net, etc. Mais pour nous, et quand je dis pour nous, c'est pour le groupe, pour les salariés, et on fait notamment des posts internes voilà, pour communiquer sur ce type d'initiative. Il va y avoir d'ailleurs là bientôt aussi un post sur les réseaux à ce sujet. Enfin, moi, je vois aujourd'hui pour pouvoir aussi quelque part acculturer et convaincre en interne, parce qu'il y a aussi cette question-là. C'est comme pour n'importe quelle, je dirais, structure, même si on a affaire à des personnes qui sont de bonne volonté. Les questions qui se posent, c'est comment ça va se passer, comment on va le faire, est-ce que la structure a les compétences en interne, etc. Mais des questions qu'on pose à n'importe quel fournisseur finalement, hein, voilà, qu'il soit d'ailleurs inclusif ou pas. Et c'est vrai que ça fait partie aussi du travail qu'on a eu sur cette année-là en interne. Avec notamment les gestionnaires d'actifs, avec les chargés d'exploitation, les techniciens de maintenance par rebond, de travailler sur sur qu'est-ce que ça signifie. On n'est pas uniquement sur une prestation, mais bien sur un partenariat qui intègre effectivement une prestation. Donc ça, pour moi, c'est je dirais, c'est le bilan permet d'apporter cette vision plus qualitative, effectivement, je dirais, de cette collaboration, du travail qui est fait ensemble et de ce que ça permet aussi au niveau du territoire, au niveau local, aux salariés, aux encadrants et à nous aussi, hein, finalement, parce que c'est dans les échanges qu'on peut avoir ensemble dans ce cadre-là. Ça nous aide aussi à construire des solutions par rapport à, voilà, j'en sais rien, à la question des risques ou aux compétences qui vont être nécessaires et à pouvoir reproduire aussi ailleurs, tout simplement. Et aussi découvrir, alors juste, oui, voilà, et ça c'est super aussi, parce que en fait, c'est assez intéressant de découvrir que la PADEV, c'est pas uniquement un atelier chantier d'insertion qui travaille sur les espaces naturels, les espaces verts, mais c'est aussi d'autres axes, d'autres orientations, d'autres secteurs, et notamment l'atelier textile. Et on a trouvé que ça, voilà, on a trouvé intéressant, sympathique aussi, j'allais dire, de voir comment on pouvait travailler ensemble sur cette partie-là aussi, sur ce secteur-là aussi de la PADEV. Et pour le coup, de mettre en place une démarche. Donc là, c'était une démarche de collecte pour l'atelier, donc de mobiliser aussi en interne nos collègues pour cette collecte de textiles qui pouvaient être réutilisables, recyclables,
Upcyclab aussi. Et ça, c'est quelque chose qui a très, très bien marché aussi en interne. Là, vous voyez sur la photo, on est au 3e étage de notre siège social. Ça a été un grand succès. Ça a permis aussi, du coup, de communiquer aussi avec les salariés en interne sur la démarche et sur ce que, voilà, sur notre démarche globalement aussi, par rapport aux structures de l'insertion par l'activité économique, qu'il pouvait y avoir plusieurs secteurs d'activité. Il y a eu aussi une vente le même jour. On a aussi organisé en même temps que la collecte une vente des produits. Et les salariés, en tout cas, enfin, voilà, ont joué le jeu, même j'allais dire presque au-delà de moi. Même moi, j'étais super agréablement surprise de voir qu'ils avaient très bien joué le jeu et qu'ils voilà, ils ont amené pas mal de vêtements, je sais plus, il y avait du linge de maison, etc. Et donc ça a permis aussi d'engager des discussions avec les personnes qui étaient là, qui étaient présentes, l'encadrante technique et la salariée qui était présente également en insertion, autour, voilà, du travail, du projet de la structure par rapport à cette démarche d'upcycling. Et on a l'intention d'en réaliser d'autres. Tu as aussi, Elisabeth, donc on ne voyait pas la photo, mais la semaine dernière, donc Oui, Valorem est venu. Et je te laisse on l'a poursuivre. mis juste avant. Oui, oui, bah oui, non. En fait, ça fait partie aussi de l'aspect conventionnel, hein. Je crois que tu l'as écrit juste au-dessus. Non, c'est dans le. Oui, si, non, c'était celle-là. Pardon, Oui, oui, c'était c'est là. là. Sur le bénévolat de compétences, on a prévu ensemble effectivement qu'il y ait en tout cas oui, c'est ça, des professionnels de Valorem qui viennent pour de la préparation à l'entretien d'embauche et également des visites de parcs, parce que travailler sur un parc, c'est une chose, avec j'allais dire son scope espace vert, mais une visite d'un parc où on comprend un peu mieux finalement à quoi ça sert, comment ça fonctionne, quels sont les risques aussi, là c'est plus pour la partie technique, mais quels sont les risques et comment travailler en sécurité sur un parc, c'est également intéressant. Donc nous avons eu, et voilà, et c'est cette fameuse visite qu'on a fait la semaine dernière qui va aussi faire l'objet d'un post sur les réseaux sociaux à travers notre filiale Valemo, qui est la filiale qui exploite le parc pour Valorem. Alors, parmi nos attentes envers Valorem, donc il y a effectivement des actions de soutien, de partage de réseau, mais autour de la prestation, ce qui était vraiment important, c'est que Valorem puisse nous aider voilà, à contextualiser l'intervention de nos salariés et à donner du sens à leur travail. Voilà, on n'est pas qui est vraiment une compréhension de ce qu'est un parc, de son fonctionnement, de l'intérêt qu'il y a à l'entretenir, de l'impact qu'il a sur son environnement, sur le territoire, dans les politiques actuelles, etc. Et tout ça a été exposé la semaine dernière avec des techniciens de Valorem auprès de deux de nos équipes. Oui, une écoute attentive, je dirais, enfin des échanges qui étaient particulièrement intéressants de part et d'autre. C'était une après-midi à la fois constructive, je dirais, et voilà, très, très sympathique. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage qui est vraiment, vraiment bien parce qu'il permet de voir tous les fils qu'on peut tirer à partir d'un partenariat comme ça entre voilà, acteurs qui a priori sont pas dans dans le même secteur. On a l'ESS, on a l'entreprise, mais on voit bien la richesse de tout ce qui peut émerger et aussi toutes les retombées positives en fait pour chacun des parties. Et effectivement, vous le disiez là à la fin, la question aussi de la formation des salariés en insertion, de leur sensibilisation à ces questions-là qui sont aujourd'hui incontournables et du coup,
c'est un plus aussi pour leur montée en compétences, pour la formation à des métiers d'avenir. Donc, vraiment merci beaucoup. Il nous reste 10 bonnes minutes, pour questionner, nos intervenants, donc, aussi bien Cédric et Élisabeth que Aude et Laurence sur la collaboration, entre autres et département de la Gironde. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros, à lever les mains. C'est le moment. Je crois qu'il y a rien pour le moment dans la conversation. Alors j'ai peut-être moi une question du coup pour ouvrir le bal. J'avais le souvenir que vous aviez fait, Cédric et Élisabeth, l'inauguration de ce partenariat, et de cette convention, au sein d'une collectivité du Médoc et je n'ai plus le souvenir, de quel était, le rôle en fait, est-ce que vous aviez été soutenus? Quel avait été le rôle de cette collectivité? Oui, alors en fait, on était, là tout d'un je crois que c'était à Brache. Alors, Excusez-moi, moi Oui, j'ai oui, il me semble que c'est ça, ouais. sur la c'est ça? collectivité de Brache, alors pour plusieurs raisons. D'une part, parce que Brache est une commune qui accueille l'un des parcs de Vallorem C'est ça. en Médoc. La deuxième raison, c'est que l'entreprise qui intervient à nos côtés, enfin alors à nos côtés sur un autre parc du coup, mais qui continue à intervenir pour Vallorem, l'entreprise Entretien Espace Vert se situe à Brache également. Et la troisième bonne raison, c'est que l'une de nos administratrices est adjointe Ouais. à la mairie de Brache et donc ça a mis à disposition la salle du Courtiou. Voilà. Oui et puis, ben, ça met aussi quand même en évidence que ces partenariats-là, sont enfin, j'ai envie de dire que les collectivités enfin, il y a aussi une part enfin, la collectivité est aussi partie prenante, hein, on est, une collectivité quand on lui indique qu'on souhaiterait travailler avec, une structure inclusive au niveau du territoire. Alors il y a plusieurs moyens, je dirais, de travailler, avec une structure. C'est-à-dire qu'on va, soit ça peut être assez direct, c'est-à-dire demander à la collectivité, lui demander si elle a dans son environnement des structures, qu'elle pourrait nous indiquer. C'est aussi travailler avec les facilitateurs, de la clause sociale qui sont, bah, nos je dirais nos j'allais dire les bras armés du territoire de l'insertion. Mais bon, je vais peut-être pas le dire comme ça, mais qui ont quand même, cette vision globale au niveau du territoire, des structures, de l'IAE qui pourraient intervenir et auxquelles nous, on fait appel pour la mise en œuvre des clauses sociales. Donc, en l'occurrence, bah, là, enfin, j'ai envie de dire que alors ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que la convention de partenariat a été, alors aujourd'hui nous témoignons avec la PADEV, mais elle a été aussi, heu, signée avec la RESCOP. Donc on n'a pas qu'une seule, voilà, on a voulu aussi, inclure, je dirais, plusieurs, structures et je oui, par rapport à la question un petit peu, je dirais, de la manière dont on inscrit ça, dans le territoire, c'est important que, les différents acteurs, pour nous, soient, informés et qu'on ait voilà, qui par exemple, pour ce qui est de la PADEV et de la RESCOP, c'est des discussions aussi, avec, bah, d'autres, donneurs d'ordre qui ont pu aussi travailler avec, les structures au niveau du territoire et je pense notamment à Bordeaux Métropole ou voilà, ou les départements bien sûr qui nous avaient accompagnés, sur, la clause sociale, pour savoir, bah, voilà, est-ce qu'on peut continuer aussi avec ces structures, enfin ou quelles sont les structures, qui sont présentes et avec lesquelles on pourrait travailler. Donc la collectivité, les collectivités et les différentes formes de collectivités, je dirais, sont des alliés, aussi, pour pouvoir travailler, en tant que groupe privé sur le territoire. C'est-à-dire que, enfin, je vais être juste un petit peu élargir, mais en ayant des parcs, sur toute la France, notre projet, ça a été c'est aussi de s'appuyer sur les structures locales, sur les réseaux locaux existants pour pouvoir, déployer ce type d'initiative. Là, aujourd'hui, ben, c'est effectivement, on est en Nouvelle-Aquitaine, on va parler je dirais
d'un partenariat. On va parler du partenariat que nous avons ici en local, mais nous travaillons aujourd'hui à déployer ces partenariats au niveau national, toujours en lien avec les réseaux locaux et avec les structures qui pourraient nous accompagner, que ce soit d'ailleurs les facilitateurs ou les réseaux de l'insertion par l'activité économique sur chacun des territoires où on va, et les collectivités sur chacun des territoires sur lesquels on va s'installer. Merci, mais c'est l'occasion aussi de vous dire qu'effectivement, de rappeler que les collectivités, vous êtes aussi, euh, vous avez aussi la possibilité de faciliter en fait et d'encourager ces partenariats et voilà, vous avez peut-être pour vos prestations, vous faites peut-être déjà appel à des entreprises régulièrement, mais voilà, ça peut être aussi intéressant d'informer ces entreprises. Des autres acteurs économiques qu'il y a sur votre territoire et d'encourager aussi aux rencontres et aux coopérations. Mais effectivement, il y a vraiment une place très importante des collectivités dans ces connexions-là sur le territoire. Est-ce qu'il y aurait une petite question qui est venue entre-temps, qui a émergé? Non? Oui, bonjour. C'est Didier de la région. Ok, oui. Je voulais revenir sur le marché. Je ne sais pas si les collègues du département sont encore là. J'en ai discuté avec Laurence l'autre jour. Le marché traiteur, là, du coup, c'est un marché d'insertion. Je ne sais pas si ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Je trouve ça intéressant puisque du coup, là, on a des structures, pas seulement de l'insertion, mais aussi ESS. Et voilà, je trouve ça intéressant. Donc c'est bien, je ne sais pas si Laurence est encore là, mais c'est bien un marché d'insertion qui a été mis en place. Oui, tout à fait, c'est ça, oui. C'est un marché Ouais, c'est ce que d'insertion. tu m'as dit l'autre jour, hein, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Et donc, tu m'expliquais l'autre jour que vous avez pu, enfin, en tout cas, des structures, pas seulement de l'insertion, ont pu répondre parce qu'elles sont considérées comme équivalentes, en tout cas des structures d'insertion, dans la mesure où elles accompagnent du public en insertion. En fait, C'était ça la logique. oui, selon le guide social de la commande publique, il est noté que toute structure peut répondre à un marché d'insertion dès lors que elle peut prouver qu'elle réalise bien une activité d'insertion. C'est ça, Tiamana est mieux à même que moi pour en Oui, tout parler. à fait. Je crois que dans le marché, il y a une clause effectivement qui spécifie que je crois que si il y a plus de 50% des personnes embauchées sont dans une démarche d'insertion, on rentre dans les critères de l'insertion, même si la structure n'est pas conventionnée insertion par l'activité économique. Et c'est intéressant parce que du coup, là, on voit qu'une structure de l'ESS peut répondre à un marché, sans passer par un marché réservé, du coup. Et donc, voilà, je trouvais intéressant aussi l'exemple par rapport à ça. Oui, oui, et c'est bien, ça démontre bien aussi le travail qui a été fait parce que je pense que ça a été, c'est une question sur laquelle vous avez dû certainement vous pencher, à savoir, voilà, on a des acteurs qui sont pas forcément tous de l'insertion. Comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer? Et donc voilà, il y a des solutions en interne que vous avez trouvées, mais ça a dû demander de vous creuser un petit peu, de faire travailler la matière grise. Oui, Juste, oui, si je peux Elisabeth. rebondir sur cette intervention, c'est qu'effectivement, l'objectif, nous, aujourd'hui, c'est d'étendre à d'autres secteurs. Alors, le secteur traiteur, c'est complètement ça. Enfin, par exemple, on est passé aussi pour de la distribution de flyers. Enfin, on est passé par la logistique aussi de nos envois de cadeaux, etc. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, on a aussi une offre, on va le dire comme ça, parce que pour pouvoir faire appel à des structures inclusives de manière générale à l'ESS, il faut avoir des offres en face de nos besoins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et plus je vois, enfin plus je même je regardais là la petite illustration que vous proposiez avec qui était sur la Nouvelle-Aquitaine, enfin par Bordeaux, même Bordeaux Métropole, hein, enfin sur la métropole bordelaise. Oui. Bon,
Nous, c'est plus élargi, mais avec notamment le marché de l'inclusion, on a un accès et on se dit, mais en fait, il y a énormément de choses qui sont possibles. On peut vraiment aller sur le recours à l'ESS dans plein de cas de figure. Et ça, c'est faisable aussi aujourd'hui, parce que d'une part, il y a une offre, mais en plus, on le sait. Il y a eu une communication aussi importante sur cette offre-là. Donc, je crois que c'est des conditions qui sont aussi nécessaires et intéressantes, même pour une entreprise, pour un groupement, pour un groupe comme le mien, pour pouvoir simplifier l'accès de nos salariés qui peuvent être amenés à faire des achats aussi à cette possibilité de recours. On fait souvent des actions de communication et de sensibilisation à différents services sur ce que c'est que l'ESS et ce qu'on a aujourd'hui sur le territoire, parce qu'on n'imagine pas que il y a par exemple des structures qui font juste de la communication et qui font partie de l'ESS parce que ce sont des coopératives. Et donc, elles ont tout cet esprit des principes que je vous ai énumérés tout à l'heure avec la gouvernance partagée, etc. Mais elles font pas forcément de l'insertion professionnelle. Donc, c'est une autre partie. Et puis, on a de plus en plus de filières qui sont en train de se développer, notamment sur le réemploi des matériaux du BTP, sur l'économie circulaire en général. Et c'est pareil, ça va être des coopératives, des sociétés commerciales de l'ESS et qui ne font pas forcément de l'insertion. Donc, l'ESS, c'est encore plus large que ça. Ouais. Alors, on va devoir conclure parce que c'est déjà l'heure. On voulait juste quand même saluer et remercier les collectivités qui sont aujourd'hui dans le Praser. Donc, je les recite quand même parce qu'elles sont sacrément investies et pas que financièrement. Donc, on a la région Nouvelle-Aquitaine, on a le département de la Gironde, Bordeaux Métropole, Bordeaux, Grand Poitiers. Je crois que je n'oublie personne et donc vraiment rappeler que voilà, ça marche à partir du moment où il y a cet investissement-là, que bien souvent effectivement les politiques aident et que c'est bien d'avoir les élus derrière soi, derrière les services achats et en tout cas voilà, s'il y a des démarches, si ça a inspiré chez vous, des volontés, n'hésitez pas, à nous contacter et puis, merci beaucoup, à tous les intervenants et puis à tous les participants. Oui, merci encore pour votre présence ce matin. Et puis, c'était très agréable d'échanger. N'hésitez pas du coup à revenir vers nous et à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plein de choses qu'on fait et que vous êtes les bienvenus, acheteurs publics, acheteurs privés ou acteurs de l'ESS. Notamment la prochaine chose à venir, ça va être une rencontre textile. Donc n'hésitez pas, j'ai essayé à Padev, j'ai vu que vous faisiez du textile, donc si vous voulez être présent, n'hésitez pas, ce sera à Angoulême. Et je voulais rappeler aussi que ce webinaire, il est fait cette semaine, et cette semaine, c'est la semaine des achats socialement et écologiquement responsables. Donc sur le site de SS France, vous avez une cartographie qui référence un petit peu toutes les actions qu'il y aura durant cette semaine-là. Donc il y a autant des rencontres que des rendez-vous d'affaires et des webinaires. N'hésitez pas à aller voir. Nous serons présents via Ticena. Merci beaucoup aussi pour cette participation. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.